Bonjour à tous, bienvenue à tous les Wikideurs. Merci d'être là pour ce live ce soir. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir voir en live l'équipe dirigeante d'InCities qui sont là pour vous présenter la société, puis également répondre à vos questions que vous pourrez avoir sur l'opération ou sur la société. Donc voilà, n'hésitez pas en cours de présentation à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet prévu à cet effet. On y répondra en fin de live pour une session de questions-réponses. Donc bonjour Eric, Patrice et Bertrand. Bonjour Je, Thibaut. je- je vous laisse Bonjour tout le la monde. parole. On peut peut-être commencer par toi, Eric. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Eric Poiton, je suis un des fondateurs d'InCities et donc très content d'être avec vous aujourd'hui. Patrice Parfait. Paletto. Oui. C'est Oui, bon? oui, tu peux y aller, Patrice. Patrice Paletto, également cofondateur d'InCities et heureux de pouvoir participer également aujourd'hui. Voilà. Et vous présenter le projet. Bonjour, Bertrand Vidal. Aussi très heureux de pouvoir participer à ce live et pouvoir échanger avec vous sur des multitudes de questions, sur ce que vous pouvez vous poser sur InCities. Et après cette présentation, très intéressé par vos questions. Parfait, merci messieurs. On peut peut-être passer à la présentation du projet qui nous intéresse ce soir. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en cours de présentation. Alors, InCities, c'est un projet de nouveaux véhicules pour la livraison urbaine qui est parti de l'usage. Donc, on a un usage dans lequel on a intégré l'usage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les villes doivent être décarbonées et c'est pas une histoire de réglementation, etc. Il y a une vraie volonté des acteurs urbains, citoyens jusqu'à décideurs politiques, en passant par les transporteurs, de décarboner la livraison urbaine de personnes et de marchandises. Sur les marchandises, il y a un vrai sujet pour les transporteurs, c'est que un camion électrique, ça coûte 3 fois plus cher que le diesel. Donc personne ne veut accepter une augmentation du prix du transport, puisque c'est les citoyens qui payent au final. Le transporteur doit-il ralentir le renouvellement de sa flotte? Va-t-il perdre des marchés? Nous, on se propose de lui apporter des gains de productivité qu'il pourra utiliser comme il souhaite, mais des gains de productivité. Donc nous, on est reparti de l'efficacité à la livraison. Or, depuis 1900, les véhicules sont à 1,20 m du sol, les marchandises dans les véhicules sont à 1,20 m du sol. Il y a eu une amélioration dans les années 70 qui est le haillon élévateur, mais le haillon élévateur, il a un certain nombre d'inconvénients, il est lent et il est dangereux. Dangereux pour le chauffeur-livreur, dangereux pour l'environnement du camion qui livre. Donc nous, on s'est dit, mais il faut réinventer la livraison vraiment en partant de la livraison finale et de remonter sur le camion. Pour faire ça, donc on est relevé ce défi. Donc on a formé une équipe et cette équipe, elle est faite de 4 personnes qui sont du métier, si je puis dire, puisqu'on est 4 à avoir été dans le secteur d'activité de professionnels du transport chez Renault Trucks et puis chez un carrossier constructeur aux Pays-Bas, puisqu'on est une start-up, je le précise, franco-néerlandaise, puisqu'on a 2 actionnaires néerlandais au capital. Et puis, on a la chance d'avoir une équipe support qui complète avec l'ensemble des métiers, et Bertrand, ici présent, qui a travaillé chez les clients de nos clients. Donc, notre solution, on s'est dit, les magasins, ils sont tous avec une porte de livraison au sol, il faut que la marchandise leur soit apportée au sol. Et donc, on a trouvé un concept dans lequel, en enlevant l'essieu arrière, en mettant des moteurs roues électriques, on peut avoir le plancher du camion qui se pose au sol pour la livraison comme pour le chargement. Et puis, soyons fous, on s'est dit on va rajouter des ouvertures sur 3 côtés, puisqu'il y a la livraison à du prévu, mais aussi de l'imprévu, parce que c'est plus flexible, c'est plus rapide, c'est plus agile. Et globalement, on est arrivé à une solution qu'on a brevetée. Il y a 5 brevets, dont 2 mondiaux. Et puis, on travaille sur le développement final de l'architecture série et on a déjà un projet de 12 nouveaux brevets.
Donc avec notre solution, c'est sûr que les livraisons sont plus rapides, elles sont plus faciles et plus sûres parce qu'il n'y a plus de haillons arrière. On a une preuve du résultat puisqu'on a fait des prototypes il y a une dizaine d'années, tout comme il y a une dizaine d'années des prototypes de ce qui sont aujourd'hui les camions électriques. C'est normal que c'est commencé cette histoire-là il y a 10 ans. Et c'est des transporteurs qui ont essayé nos véhicules prototypes en France et aux Pays-Bas dans des usages variés, livraison de bière, livraison dans des bars et livraison de parfumerie en ville, et qui ont dit, mais ouais, à chaque arrêt de livraison, c'est 3 fois plus rapide. Et donc, en moyenne, 2 camions et 2 chauffeurs peuvent être remplacent 3 qui seraient camions normaux et chauffeurs à bord. Donc, on a un abaissement du coût de transport. On a des gains qui sont aussi historiques en ergonomie et en sécurité. Les maladies professionnelles et trouver des chauffeurs, c'est un vrai combat pour les transporteurs. Donc voilà, on peut prolonger la tournée ou on peut faire une deuxième tournée. Donc le gain est là et c'est les clients qui le disent, qui l'ont testé en conditions réelles d'usage. Nos clients sont enthousiastes. On a fait un échantillon test en France de 20 transporteurs. On a eu 13 précommandes et 7 lettres d'intention, dont des leaders de la location de véhicules industriels en Europe. Et puis, on travaille beaucoup avec la région Aura et des transporteurs de la région et on a fait une journée commune et le bilan de la région Aura, c'était de dire mais on n'a jamais vu des clients aussi intéressés par un nouveau produit qui est en train d'être développé. Et ils étaient tous sur de la productivité et qu'ils ont besoin de cette productivité à la livraison. Donc, nous, on a enfin fait un choix qui est d'être prêt pour toutes les situations. Donc, on a intégré le besoin d'autonomie qui peut être d'autonomie inférieure à 180 km et des solutions full batterie n'ont pas de problème, ou jusqu'à 400 km et on peut avoir des solutions. Et notre choix depuis le départ d'InCities, c'est d'avoir l'alliance de 2 énergies. Donc, on a soit batterie plus batterie, mais qui peut être facilement enlevée et remise par une neuve. Donc, on a batterie plus batterie, ou batterie plus hydrogène, ou batterie plus moteur biogaz. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir pour les énergies. On voit bien qu'il suffit de décisions politiques qu'on peut apprécier ou pas, c'est pas le sujet. Mais être ouvert au meilleur des énergies et à l'alliance de 2 énergies propres, c'est la meilleure solution, techniquement aussi. On a un marché qui est celui de la livraison B2B massifiée en ville. Donc, on a les usages à gauche, vous avez les usages qu'on a priorisés. Les 4 premiers jusqu'à blanchisserie, hôtels, hôpitaux sont ceux sur lesquels on se focalise vraiment dans nos actions et dans le développement commercial qu'on va renforcer encore cette année. Et puis, bien entendu, il y a tous les loueurs qui l'accompagnent. Les noms des sociétés qui apparaissent, c'est des sociétés avec qui on a été en discussion suffisamment approfondie. Certains d'entre eux sont allés jusqu'à des lettres d'intention. On a aussi une caractéristique qui est vraiment très intéressante et on est convaincu qu'elle a énormément de sens. Avec notre concept, on est les seuls à pouvoir réellement booster le développement des vélos cargo, puisqu'on peut faire une approche avant l'hypercentre et cette approche le relais pourra être pris par un vélo cargo. Ce vélo cargo, en moins de 30 secondes, il est capable de récupérer sa marchandise et on travaille avec des sociétés qui sont des constructeurs de vélos cargo. Donc l'hypercentre avec des vélos cargo a encore plus de sens avec notre solution et il n'y a plus besoin d'hôtels logistiques urbains. Grande difficulté, les mètres carrés en ville, c'est pour l'habitation, le commerce. Mètres carrés logistique, ça devient compliqué. Il faut des mètres carrés pour des bornes de charge. Tout le monde se bat pour les mètres carrés en ville. Un choix aussi fondateur d'InCities, que des composants sur étagère. Donc aujourd'hui, on a réinventé l'architecture d'un véhicule qui s'appelle l'Urban Cargo, mais on n'a que des composants existants sur le marché déjà éprouvés. Donc ça va des pneus à la cabine, au range extender, dans la version à hydrogène. Précision, ce range extender à hydrogène, il vient c'est un qui est en série ou qui est utilisé
validés pour des véhicules utilitaires. C'est pas un range extender spécifique poids lourd. Donc, on a aussi les bénéfices des volumes du véhicule utilitaire. Donc, voilà. Donc, tout est prouvé. C'est aussi notre façon de se dire, tout ce qu'on peut réutiliser en jouant au Lego, c'est intéressant, y compris en termes de budget, mais aussi d'émissions de CO2 dans la phase de développement. On a un business model qui n'est pas celui d'un grand constructeur. On est une entreprise de taille intermédiaire. Aujourd'hui, évidemment, on a la taille d'une start-up, mais au final, on sera une ETI de 300 à 400 personnes, identique à celle qui existe pour d'autres usages urbains. Vous avez des exemples français et européens. Donc, on est une brique manquante aussi, puisque cet usage livraison n'avait pas d'ETI spécialisé qui complète les gammes des grands constructeurs. Le marché sur lequel on se focalise, c'est un marché qui en Europe est de 40 000 véhicules de façon historique et stable. Le marché lié à nos usages, c'est 15 000 unités par an. 12 500, soit 80% uniquement dans 5 pays sur lesquels on va se focaliser, qui sont la France, l'Allemagne, UK, le Benelux et la Turquie. Et dans ce marché-là, nos études nous conduisent à dire que l'objectif de 1000 unités par an, soit 8% de ce marché atteignable dans les 5 pays, est tout à fait atteignable avec nos points uniques de la solution qu'on propose. On n'a pas de compétiteur direct. Le meilleur exemple, d'abord, on discute avec les grands constructeurs. Et deuxièmement, puisqu'on les connaît bien, y compris pas forcément ceux uniquement dont on vient, et ils sont tous en train de développer des solutions avec un essieu arrière électrique à 1,20 m du sol, et ils vont conserver leur ligne directrice qui est la standardisation du châssis, ce qui a permis à des ETI spécialistes de trouver leur place, comme on vient de voir juste avant. L'histoire continue et c'est logique. Notre planning, donc les prototypes, c'était il y a 10 ans, une dizaine d'années. Donc depuis janvier, on a lancé notre projet qui vise à avoir l'architecture finale et le produit de sortie. Ça sera un démonstrateur qui sera tout à fait homologable. Pour cette phase projet numéro 1, nous avons un besoin pour faire un chiffre rond de 6 millions d'euros. Nous avons déjà levé 5 millions d'euros sur ces 6 millions d'euros. Et nous recherchons le complément à travers, entre autres, la plateforme WeSeed. La phase 2, c'est une phase d'industrialisation de la supply chain, dans laquelle il y aura évidemment notre usine d'assemblage, qui sera dans une usine qui existe déjà, dans un bassin d'emploi où il y a de la main-d'œuvre à reconvertir. Donc, il y a plusieurs pistes qu'on a partagées avec certains WeSeeders. Donc, c'est une phase qui sera une phase de 46 millions d'euros, avec un tiers en equity, un tiers en subvention, un tiers en dette, sur lequel on a déjà des déclarations d'intérêt de fonds qui sont spécialistes de la série A. Et puis la phase de production suivra, et bien sûr, à partir de 2027, nous livrerons des véhicules homologués, 90 en 2027, 300 en 2028, donc un ramp-up tout à fait gérable sur ce sujet-là. Nous avons un business model d'une ETI, donc on a beaucoup et on s'appuie sur des composants existants et donc des partenaires fournisseurs. Donc on a un business model dans lequel l'équilibre entre les charges fixes et les charges variables est très favorable. Et avec 300 unités en 2028, on atteint le point d'équilibre, avant même d'avoir des revenus après-vente qui seront des revenus importants pour le futur, post-2029. Donc, il y a un vrai potentiel avec l'Urban Cargo, on en est convaincu et les transporteurs en sont convaincus, ils l'ont montré à X occasions. C'est vraiment de la productivité pour eux à la livraison, il n'y a pas de solution. On a déjà des pistes et des marchés identifiés mondialement, en particulier en Amérique du Nord, et on a déjà des partenaires, on a même commencé à mettre en place une ressource là-bas ces derniers mois. Et puis, on a un potentiel important de valorisation financière parce que les grands constructeurs seront intéressés pour avoir des compléments d'offres avec des véhicules spécialisés
Avec Patrice, on a géré la business unit véhicules spéciaux du grand constructeur dont nous avons fait partie. Et c'est des business units qui ont des entités internes qui étaient nées en externe. Donc voilà. Donc voilà notre projet. Et je vous remercie par avance pour vos questions. Parfait. Merci Eric pour la présentation. C'était très clair. On a déjà eu une première question pendant que tu parlais, donc je propose voilà, de vous la partager. La question était, est-ce qu'une marque de camion vous fournit le châssis ou est-ce que vous êtes concepteur mais aussi producteur des véhicules? On achète des composants et on assemble, on est assembleur du véhicule. Et donc la partie avant du châssis, c'est une cabine Denis Seagull et on va acheter des composants qui sont des longerons très courts qu'on va mettre sous la cabine. La partie arrière, c'est un châssis treillis de type bus sans faire de technique et on le fait avec un partenaire industriel qui est celui qui fait les châssis des cars et bus Iveco en France. Parfait, merci Eric. Oui, effectivement, je pense que c'est important de préciser que ce n'est pas vous qui faites le châssis, mais pour autant, vous avez quand même déjà sécurisé ce point-là auprès des fournisseurs, quoi. Oui, fournisseur qui est tout à fait intéressé par rentrer au capital d'Incitis. Parfait. Il y a une question qu'on peut se poser. Donc je vais me faire l'avocat du diable. Tu y as répondu partiellement pendant la présentation. C'est pourquoi justement un grand constructeur type Renault Trucks, type Iveco, enfin voilà, les grands constructeurs qu'on connaît, pourquoi ils ne développeraient pas en fait un concurrent qui viendrait vous mettre des bâtons dans les roues? Patrice, tu veux prendre le micro? Oui, ça a été un petit peu expliqué dans la présentation. On voit que les grands constructeurs aujourd'hui s'orientent principalement vers la construction et la fabrication d'essieux arrière électriques qui va leur permettre de conserver complètement l'architecture véhicule telle qu'elle existe depuis une centaine d'années. Et ça, il y a un certain nombre de raisons à ça. C'est que partout dans le monde, les camions sont conçus de la même façon et peuvent accepter une multitude de carrosseries. C'est-à-dire, on prend aujourd'hui un camion MAN, un camion Renault Trucks, un camion Mercedes de la même gamme. Ils sont à peu près similaires. Et dessus, on peut mettre la carrosserie qu'on veut, c'est-à-dire une toupie béton, un véhicule pompier, une caisse frigo. Donc ça donne des véhicules qui sortent des lignes des constructeurs qui sont absolument similaires et qui permettent aux constructeurs des grosses économies d'échelle. En l'occurrence, ils ont une seule cabine pour plusieurs types de véhicules, un seul châssis, un seul pont, enfin bref. Donc beaucoup d'économies d'échelle. Et qui plus est, toutes les lignes de fabrication des constructeurs sont fabriquées sur le même modèle, c'est-à-dire on commence par assembler les longerons et ensuite on habille tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un constructeur classique, entre guillemets, n'a pas la possibilité de construire un véhicule aussi particulier que celui qu'on propose, qui est évidemment dédié à un type de marché, comme on l'a dit, le B2B, de la livraison en ville. Donc et on l'a vu en étant chez Renault Trucks également, hein, c'est pas le business d'un constructeur de fabriquer ce type de véhicule-là. Par contre, une fois qu'il est fabriqué et que les moyens de production sont en place, ça peut effectivement intéresser un constructeur. Mais développer ça par eux-mêmes, c'est pas la voie. En tout cas, c'est pas leur c'est pas l'idée du tout. Très Eric, bien. tu veux ajouter quelque chose? Non, non, non.
Non, c'est parfait. Parfait. Ouais. On a une autre question qui nous est posée. Est-ce que ce type de véhicule, qui livre du coup 3 fois plus vite que les traditionnels, est-ce que vous pouvez envisager de négocier des places de déchargement prioritaire avec des mairies, avec des collectivités, surtout comme dans des villes qui se disent écologiques comme Paris par exemple? Bon, je vais faire une première réponse par rapport à du vécu. J'ai eu la chance de vivre 4 ans à Paris en coordonnant la filière automobile française. Dans une rue où, à côté de l'hôtel où j'étais, il y avait un Carrefour City Market. Et l'aire de livraison, quand le camion venait livrer tous les matins, elle était toujours occupée. Donc, tout ce que je sais déjà répondre en première réponse, c'est que on a, avec notre véhicule, d'abord, on encombre moins la rue qui est elle-même, le camion va s'arrêter au milieu, hein, donc elle va être bloquée moins longtemps. On a des ouvertures de chaque côté, donc on va beaucoup plus vite. On n'a pas besoin d'aller chercher le truc au fond du camion. Donc voilà. Donc déjà, que l'aire de livraison soit libre ou pas, nous, on a un avantage. On a travaillé avec, on a rencontré entre autres les services de la ville de Paris. Et la réflexion qu'on avait avec eux, qui était une réflexion initiale, hein, c'est qu'avec notre rapidité de livraison, on pourrait envisager de la communalité sur les arrêts d'autobus. Comme on reste pas longtemps, on pourrait imaginer un système dans lequel le camion pose, il s'en va, et peut-être que c'est quelqu'un qui est plutôt là, qui n'est pas dans le camion et qui fait le trajet jusqu'au magasin. Bon, voilà, c'est une première réflexion. Pour le moment, on n'a pas d'hypothèse dans laquelle on aurait des priorités, des réservations avec les villes. Mais c'est une bonne idée. Très bien. Tu en as un peu parlé pendant la présentation. Je sais que c'est une question que les WISeeders aiment bien entendre. Du coup, là, vous recherchez, enfin, d'ailleurs, je vais rappeler l'opération, la collecte qui est en cours sur WISeed quand même, ça permettra voilà, de raviver les esprits. Du coup, vous recherchez 600 000 € en actions sur la plateforme aujourd'hui. Vous avez déjà sécurisé par ailleurs 300 000 €. Comment cet investissement va être déployé chez InCity? C'est un petit peu sur la roadmap du coup des prochains mois, prochaines années. Voilà, pour savoir comment cet investissement va être utilisé. Donc sur l'utilisation de l'investissement, donc j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais globalement l'investissement il est utilisé prioritairement pour avoir la réalisation du projet jusqu'à l'homologation à titre isolé du démonstrateur, qui est un véhicule roulant qui sera mis dans les mains de clients pilotes, et donc il nous permet de finaliser l'architecture série du véhicule en nous appuyant sur l'architecture prototype. Donc là, par exemple, l'achèvement de cette semaine, c'est que on a la validation du fait qu'on a trouvé l'architecture qui nous permet de mettre soit un moteur gaz, soit une pile à hydrogène, soit un pack batterie dans le véhicule. Ça, c'est fait, c'est une super nouvelle pour l'équipe et on surfe dessus pour la suite du projet. La deuxième partie est un complément logique de cette démarche projet, c'est que ça nous permet aussi d'anticiper la phase derrière et de commencer avec certains fournisseurs partenaires clés des accords qui sont plus larges que l'accord sur le produit, je vous fournis une cabine, mais de travailler sur un montage une solution dans laquelle ils sont distributeurs. On pense beaucoup à Denis Siegel pour être distributeur sur UK. Et dans cette phase-là, avoir les moyens de structurer le plus anticipé possible cette action-là, c'est important. C'est le 80-20. Parfait, c'est très clair. Sur la partie produit, vous avez indiqué avoir déjà signé un certain nombre de LOI. Je sais aussi que vous avez un positionnement prix
que vous êtes parvenu à rendre compétitif en fait par rapport à des camions diesel notamment, enfin des camions classiques plutôt, notamment grâce à l'architecture du camion. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce positionnement prix-là, en fait, le Oui. prix de vente par véhicule et comment en fait il est rendu compétitif par rapport aux alternatives déjà existantes? Alors, le prix de vente par véhicule, pour faire simple, et c'est important parce que c'est une vraie stratégie commerciale, c'est qu'on se met au même niveau qu'un véhicule 100% électrique. Parce que les transporteurs, il faut qu'ils aient des références et il faut qu'il n'y ait aucun doute sur l'apport de valeur. Donc, c'est pas parce qu'on a un apport de valeur plus élevé qu'on va mettre un prix de vente facial plus élevé. Le deuxième point, c'est que dans l'équilibre financier du transporteur, il y a le coût total de possession qui est aussi important que le prix de vente, puisque évidemment, ce total de possession, il intègre tous les coûts, y compris la resale value du véhicule. Et cette resale value du véhicule, ben, on apporte un certain nombre de garanties qui sont nous, notre véhicule, il a un pack batterie qui est beaucoup plus petit qu'un pack batterie d'un véhicule qui a que ça. Donc, on a été capable dans l'équation d'intégrer le changement du pack batterie quand on remet le véhicule sur le marché de l'occasion. Donc ça, c'est aussi de la valeur client. On commence à intégrer quelque chose qui nous a bien plu, qui a été fait par un grand constructeur, qui est la batterie as a service. Pour ceux qui suivent un peu sur LinkedIn, il y a eu des communications dessus. Donc là aussi, on va coller aux attentes du marché et c'est une solution auquel on croit. Donc, même positionnement de prix. Après, sur le prix de revient, les composants éprouvés, mais je vais laisser Patrice compléter parce que sur la partie prix de revient, on a la chance avec notre passé de maîtriser la nomenclature jusqu'au dernier boulon. Oui, donc on a effectivement ce qu'on appelle une bill of material, c'est-à-dire une nomenclature complète du véhicule, et on est en contact avec les fournisseurs principaux et on sait à quel prix ils vont nous vendre leurs composants. Donc on connaît parfaitement le prix de revient du véhicule. On a effectivement un petit peu moins de force de frappe quand il s'agit de négocier les prix d'achat. Mais par contre, on a un très gros avantage, c'est qu'on n'a pas du tout les frais qu'on ajoute sur le prix d'achat des composants. On n'a pas du tout les frais d'un très gros transporteur qui sont effectivement énormes. Je ne sais pas, Eric. Constructeur. Pardon? Tu as dit Constructeur. constructeur. D'un constructeur, excuse-moi. Eric, tu as probablement un meilleur chiffre en tête que moi. Hein, mais c'est de l'ordre de 30 à 40%, quoi. Hein. Ouais. Les frais d'un constructeur, en plus des prix d'achat et des prix de fabrication. Nous, on n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt de l'ordre de 10%. Donc, sur le prix de revient du véhicule, prix de revient complet, on est à peu près équivalent à ce que peut faire un constructeur standard. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup pour l'explication. On a une nouvelle question sur la partie vélo cargo que tu expliquais tout à l'heure pendant la présentation, Eric. Donc la question, c'est est-ce que vous pouvez réexpliquer en quoi les vélos cargo, enfin en quoi votre solution permettrait aux vélos cargo de se passer de mètres carrés logistiques en centre-ville? Je peux peut-être remettre la slide. Ouais, oui, merci, merci Thibaut. Oui, en fait, c'est le vélo cargo pour optimiser son efficacité, son déploiement. Il faut le concentrer sur vraiment le dernier kilomètre. Alors, c'est jamais 1 kilomètre, le dernier kilomètre, mais sur vraiment l'hypercentre. Et donc, par rapport à ça, et puis par rapport à la flexibilité que doit avoir un vélo cargo, qu'on imagine pouvoir avoir des charges sérieuses, parce que les vélos cargo avec qui on travaille, ils commencent à emporter une charge qui inspire le respect, et on voit d'ailleurs des solutions de remorques qui ont une aide à la motorisation en plus de celle du vélo.
on procure de l'agilité puisque c'est pas un point fixe dans lequel il doit toujours retourner. Il peut faire différentes solutions avec nous qui peuvent être ce qu'on appelle la tournée du laitier. On imagine, il prend un contenant dans notre Urban Cargo. Pendant qu'il va au magasin, l'Urban Cargo va un peu plus loin et le vélo cargo le rejoint et lui redonne un contenant vide. Tout le monde y a gagné en temps, en efficacité. Donc ça, c'est le point le plus important. Et puis, ben, il part du principe qu'on peut, comme il y a des centres de rupture de charge qui reçoivent la marchandise qui vient par semi-remorque, par bateau, par train et tout autre mode de transport longue distance, avoir ce hub de logistique déjà pour faire la rupture de grande distance autour des villes, puis avoir le deuxième hub pour faire vers le centre-ville, ça coûte très très cher et c'est très peu efficace économiquement. Hein. Tous les essais qui ont eu lieu, entre autres à Lyon, Paris, etc., mutualisés ou pas, on voit qu'il y a un vrai souci. Donc le principe, c'est vraiment d'être un espèce, l'urban cargo, un espèce d'entrepôt mobile. Ouais, c'est ce que j'allais dire, presque un hub mobile, quoi. Un hub mobile qui ferait la transition en fait entre ces grands entrepôts et les derniers kilomètres. J'en profite, Thibaut, si tu m'autorises, il y a des artisans qui font des interventions pour rénover des maisons, des hôtels et tout ça en ville. Ils sont fanats de l'urban cargo parce que ils n'ont jamais un endroit pour se stationner, mettre leur gravat et tout, etc. Avec l'urban cargo, ils ont une solution d'approche dans laquelle ils peuvent, je force le trait, mais vider leur brouette dedans et puis l'urban cargo repart. Donc il y a plein d'applications de ce type-là, d'espèces de centres roulants. Tout à fait. Super, merci pour cet éclaircissement. Est-ce que peut-être Eric, Patrice et aussi Bertrand, vous l'avez évoqué très brièvement, mais je pense que ça peut être un point important, c'est d'évoquer vos expériences professionnelles passées aussi et votre expérience dans ce secteur-là en tant que fondateur et dirigeant de Incitis. Ouais, d'accord. Écoutez, donc moi, j'ai eu la chance d'être embauché chez Renault Trucks, dans lequel j'ai passé 18 ans. J'ai commencé par être patron de l'usine d'assemblage de Bourg-en-Bresse, pour ne rien vous cacher. Donc j'ai appris non seulement le produit, mais j'ai appris aussi la production des camions. Donc c'est d'ailleurs, il faut que vous reteniez que la production de camions donc pour une marque, pour des véhicules grands routiers, de chantier, etc., c'est entre 200 et 400 véhicules par jour, à comparer avec nous, 1000 unités par an. Voilà. Ensuite, j'ai été promu au comité de direction, dans lequel, aux côtés du PDG, j'avais en charge la marque, la stratégie, produits et surtout la responsabilité des gammes de produits, de leur pricing, de l'analyse concurrence avec une énorme implication de Patrice et puis de tout ce qui est gestion de la prévente et de la garantie avec aussi la business unit qui faisait des véhicules spéciaux avec sa propre équipe R&D, etc. On a fait des véhicules logistiques pour l'armée, des véhicules pour des gens, des clients spéciaux. Voilà. Et avant ça, j'étais chez des équipementiers automobiles et j'ai eu la chance, oui, de coordonner la filière automobile. Donc, ça m'a donné une vision rafraîchie des technologies automobiles qu'on réutilise sur Incitis. Super, merci Eric. Je pense que c'est quand même important de le mettre en avant parce que, comme tu l'as expliqué, en plus du produit, c'est aussi, et je pense que c'est aussi la difficulté dans ce genre de projet, c'est la connaissance industrielle de ces sujets, ce que vous avez, toi et Patrice. Peut-être que Patrice, toi aussi, tu peux développer sur tes expériences passées. Oui, j'ai démarré en culotte courte chez Renault Trucks.
Et donc, j'ai fait divers passages dans bureau d'études châssis, bureau d'études cabine, bureau d'études autocar autobus. J'ai été directeur de projet chez Renault Trucks. Et puis, j'ai été 10 ans directeur du produit, de la stratégie et du marketing. En particulier au moment de la sortie, enfin du démarrage et de la sortie de toutes les nouvelles gammes de Renault Trucks. Voilà, donc j'ai une très bonne connaissance de comment est conçu et fabriqué un camion et surtout à quoi il sert. Ce qui est quand même le principal. Voilà. Et toi, Bertrand, peut-être si tu peux nous dire aussi quelques mots. Moi, je suis atypique, je suis le naïf de l'équipe, entre guillemets, parce que je viens pas du camion à l'origine. Je suis plutôt, ça fait 20 ans que j'ai travaillé dans la logistique et aussi tous les réseaux sociaux et la vente, la vente pour 3 Suisses, qui a été le catalogue, où on avait aussi tout ce qui est la partie mondiale relais qu'on a créé, lancé et mis en place. Donc la logistique, ça me parlait. En revanche, j'étais pas sur la technique du camion, mais là, j'en apprends tous les jours avec l'équipe. Et c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Et après, j'ai travaillé dans différentes sociétés, une structure d'une centaine de personnes. Et puis là, j'ai aussi une deuxième startup dans laquelle je suis. Mais je suis passionné par l'aventure du camion pour une raison toute simple, c'est qu'elle a un apport tout à fait nouveau. Et on voit bien tous les usages avec les rencontres clients que j'ai pu avoir, qui nous disent que ce produit, bah, ils le veulent parce qu'il y a aussi un avantage qu'on met aussi pas toujours en avant, mais c'est toute la sécurité aussi du chauffeur, livreur. Et ça a un réel impact sur le recrutement des chauffeurs livreurs et sur la logistique du camion. Voilà. Parfait, merci Bertrand. J'ai encore une dernière question à vous poser de mon côté. Et encore une fois, je vais faire l'avocat du diable. Mais qui dit camion qui roule en ville dit, en tout cas, je suppose, certification, homologation pour rouler. Qu'en est-il, vu que là, c'est une architecture qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore été vue, du point de vue voilà, de tout ce qui est certification, homologation, est-ce qu'il y a des, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des risques de ce point de vue-là, d'un point de vue réglementaire? Comment vous l'avez anticipé aussi chez Incitis? Alors, homologation, réception, c'est une partie que je connais particulièrement bien puisque je l'avais en charge chez Renault Trucks. Donc, j'en connais les rouages et les arcanes. Il n'y a pas de particularité ou de spécificité du véhicule lui-même en termes d'homologation et de réception. C'est un véhicule, c'est un camion standard normal. Ça s'homologue comme un camion standard et normal. Il y a des particularités pour tout ce qui est électrique et hydrogène, hein, mais il y a des réglementations qu'il faut respecter. Voilà, donc il y a pas d'inconnu. Hein, c'est le domaine de la réglementation des véhicules roulants, c'est un domaine bien connu et dans lequel il n'y a pas de surprise en fait. Ouais. Ok, très clair. Je pense que ça peut être un point de questionnement que les personnes peuvent se poser. Très bien, merci messieurs. Je sais que vous avez préparé une vidéo qui montre un peu le camion en action. Je ne sais pas si Bertrand, tu l'as sous la main peut-être pour la partager. Je vais voir si je peux partager avec l'écran. C'est surtout ça. Normalement, tu peux. Auquel cas, sinon elle est disponible. Je vous invite à aller la voir sur la page de la collecte. C'est quand même le meilleur moyen de se rendre compte de l'efficacité du camion, la preuve, puisque c'est vraiment la preuve par le concept et voir la différence des deux éléments qui existent entre le camion, tout à fait. Je m'en un instant, je vais la récupérer. Pas de problème. Je vais en profiter pour rappeler un petit peu du coup les paramètres de l'opération sur la plateforme. Donc vous pouvez toujours, le projet est toujours en cours de collecte. Il y a un montant minimum, un montant recherché total de 600 000 et un montant minimum de 200 000.
il y a encore de la place, il y a encore de la marge. Donc voilà, la société a besoin aussi de votre soutien si c'est un projet qui vous parle. Donc c'est un investissement en action. Ah, je continuerai tout à l'heure. Non, J'allais dire c'est un investissement en action et qui en plus de ça offre une défiscalisation IRPME de 50%, ce qui est quand même extrêmement intéressant d'un point de vue d'un investissement. Donc voilà, je vais te laisser passer la vidéo, Bertrand. Très merci bien. Thibaut. Parfait. Merci Bertrand pour le passage de cette vidéo. Je pense que ça démontre bien tout simplement l'efficacité du produit. Oui, tout à fait. On retrouve bien, on voit bien en réel ce que ça donne, la rapidité de livraison, la simplicité ou la sécurité aussi des chauffeurs-livreurs. Il y a un vrai réel avantage et on sait qu'on peut le faire et on peut le dupliquer sur beaucoup d'utilisages. Donc là, on a un vrai apport. Super. En vérité et en réel. Super. Merci messieurs. On arrive à la fin de ce live. Donc n'hésitez pas, ceux qui nous regardent en live, si vous avez des dernières questions. Et si vous en avez des questions en replay, je vous invite également à les poser sur la fiche projet de InCities sur la plateforme. Les dirigeants répondent toujours rapidement à vos questions. Vous pourrez également retrouver le replay sur la plateforme. Eric, Patrice, Bertrand, est-ce que vous avez... Ah, alors attendez, on a une question. Donc avant... on a Arnaud qui nous demande, je vois que les portes sont un simple rideau, quid de la sécurité du chargement? Oui, alors ça c'est un véhicule qui avait celui-là, le bleu là, avait été construit avec des rideaux. D'autres véhicules par la suite ont été construits avec des rideaux roulants renforcés, ce qui permet effectivement de sécuriser le chargement parce que on a eu par exemple un transporteur qui livrait les magasins Sephora, donc avec de la marchandise de grande valeur, et qui devait fermer les rideaux pendant la livraison. Donc on sait sécuriser le chargement. Sachant que
sachant qu'en plus, là, c'était un prototype, les rideaux sont effectivement dans ce sens-là. Il faut imaginer en plus que les rideaux vont aller beaucoup plus vite en ouverture, en fermeture, et ça va être beaucoup plus fluide puisque la technologie a avancé de façon exponentielle dessus, sur ces sujets-là. Non, mais on sait faire des rideaux comme les portes de garage, par exemple. Voilà, tout à fait. Oui. Parfait. Merci pour vos réponses et merci pour la question. Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot à partager aux WISeeders qui nous regardent en live ou qui nous regardera en replay? Dans le dernier mot, c'est de dire que c'est un projet pensé pour de la productivité dont ont impérativement besoin les transporteurs qui veulent tous basculer sur des solutions zéro émission en ville. Tous ceux qu'on a rencontrés, ils ne nous parlent pas de réglementation, ils nous parlent d'une vraie volonté. Alors, poussés, tirés par leurs clients, mais ils ont leur propre volonté. Ça fait vraiment plaisir à voir leur engagement. Et donc, ce sont des professionnels de la logistique. Et ben, nous, on leur apporte une solution professionnelle éprouvée avec une équipe qui a une vraie connaissance du sujet et qui a raisonné en prenant le meilleur des solutions existantes et de ses compétences pour trouver ses brevets. Parfait. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live et pour vos questions. Merci aussi à ceux qui le regarderont en replay. Donc voilà, je vous rappelle un endroit sur WISeed, le projet InCities. Et si c'est un projet qui vous parle, je vous invite à souscrire à des actions pour faire partie de l'aventure aux côtés d'Eric, Patrice et Bertrand. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée Thibaut, bonne soirée à tous. Bonne soirée.